Je vais vous présenter notre petite expérience au service d'endocrinologie de l'hôpital militaire sur la pompe à insuline. Alors, comme vous le savez, c'est une administration de l'insuline continue par voie subcutanée par l'intermédiaire d'un cathéter. C'est une approche thérapeutique intensive, personnalisée et performante. Elle existe déjà depuis 1980 et elle est remboursée en Europe depuis déjà pratiquement 20 ans. Au Maroc, on a 20 ans de retard. Donc, comme vous le savez, l'incidence annuelle du diabète est en augmentation continue. Déjà aux États-Unis, déjà en 2007, ils comptaient 375 000 diabétiques type 1 sous pompe. En France, en 2016, elle a compté plus de 3 millions 300 000 diabétiques. Déjà 35 000 sont déjà sous pompe. Au Maroc, on a compté récemment plus de 2 millions de diabétiques. On a, d'après une petite enquête que j'avais menée par rapport aux sociétés qui vendent les pompes, ils ont mis en place 50 pompes, mais ce chiffre, une cinquantaine de pompes, mais ce chiffre, je pense, il est surestimé vu que les patients qui abandonnent la pompe par la suite. Les besoins de base en insuline, ils varient, comme vous le savez, durant la journée avec le problème de nadir d'insulinosécrétion la nuit, le phénomène de l'aube le matin et la variabilité de besoins en insuline la journée. Et ces besoins, ils varient selon l'âge. Voilà, donc un haltère glycémique qui a été posé pour 7 jours chez une patiente qu'on suit, qui était bien éduquée, elle calcule ses glucides sur 5 injections d'insuline. Donc il fait de son mieux, mais il n'arrive jamais à une hémoglobine glyquée moins de 8%. Avec des hypoglycémies la nuit, des hyperglycémies spontanées. Donc le matin, il se réveille pratiquement toujours à partir de plus que 2 grammes, avec une instabilité glycémique toute la journée. Alors, la pompe à insuline, selon les recommandations internationales, et c'est le meilleur moyen pour l'équilibre de diabète. Il donne une meilleure reproductibilité et une précision de l'administration de l'insuline et permet de réduire les complications dégénératives. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont eu le remboursement, c'est pour ça, parce qu'il réduit les complications dégénératives. Donc, pour rappel, il faut se rappeler que pour les indiquer la pompe, il faut être déjà sous schéma intensifié et que le patient mène une autosurveillance glycémique fréquente et la tenue de carnet, un suivi régulier. Et parmi les contre-indications, je tiens à rappeler la négligence et le manque de motivation ou d'assurer un suivi médical sérieux. Notre étude est une étude observationnelle descriptive pendant une période, donc chez les patients qu'on a mis sous pompe pendant la période entre 2014 et 2018. On a exclu tous les patients qui ont abandonné avant 3 mois. Donc, on a recueilli les données à partir des dossiers médicaux et on a complété par l'entretien téléphonique. On a analysé les caractéristiques cliniques biologiques avant et après mise sous pompe durant une période qui varie entre 3 mois et 4 ans. Et on a analysé aussi le contexte et les modalités de la mise sous pompe, ainsi l'objectif attendu, les habitudes et le mode de vie sous pompe, et l'interruption de la pompe ou non par la suite. Aussi, on a analysé les complications aiguës et chroniques et les événements indésirables qui ont été survenus au cours du suivi. Voilà donc le protocole classique de calcul des différents paramètres de la pompe. La procédure de la mise en place. Donc, il y a 3 acteurs. Bien sûr, la diététicienne, l'endocrino et l'éducateur de pompe. L'éducateur de pompe, il va se charger du côté technique. La diététicienne, il va donc entamer une enquête alimentaire pour compter les glucides par jour et par repas. Et va permettre d'éduquer le patient par rapport aux reconnaissance des glucides et faire des exercices de comptage des glucides. Il y a un support en papier, en arabe, pour les équivalences glucidiques, ainsi que donc pour tous les patients, on installe l'application GlucideCheck qui aide énormément au comptage des glucides. L'endocrino va assurer le calcul de basal, des ratios bolus et des facteurs de sensibilité. Il va donc éduquer le patient comment et combien se resucrer et se corriger
en cas de hausse glycémique. Alors les autres jours, ça va être des jours de renforcement, d'éducation et de révision de calcul et d'adaptation de pompe par les trois grands acteurs. Et aussi passer comment utiliser assistant bolus et basal temporaire en faisant des simulations d'exercice physique. L'autosurveillance glycidique a été faite par les bandes réactives chez tous les patients, mais aussi pour tous les patients, on a exigé 1 mois d'holter glycémique freestyle, donc le freestyle libre. Donc, et pour 4 patients, ils ont préféré de continuer avec l'holter glycémique freestyle libre et Dexcom. Alors, les indications de la mise sous pompe, c'était chez tous les patients, bien sûr, l'équilibre glycémique et les phénomènes de Loeb, mais aussi chez 2 cas, la grossesse et l'installation des complications dégénératives. Le matériel utilisé, c'était donc d'Anapompe en majorité parce qu'elle est la moins chère, mais aussi c'était la pompe tronique Paradigm Vio et aussi la pompe 640. Donc voici les différents capteurs holter glycémiques utilisés. Et aussi une patiente, on a utilisé le capteur L-Light. C'était par rapport avec la pompe 640. Alors les différents paramètres analysés, c'était c'était en majorité sexe féminin. C'était une population jeune. Donc la durée du diabète, c'est un diabète assez ancien. La dose d'insuline, on a eu une petite baisse de dose d'insuline quand on a mis sous pompe. Et le besoin d'insuline, au départ, c'était aux alentours de 0,68 unités kilo, entre 0,4 et 1,3 unités kilo. Donc l'hémoglobine glyquée, au départ, entre 7,8% et 15%. Alors l'acquisition des compétences était aux alentours, donc pour l'apprentissage technique, ça ne prend pas beaucoup de temps, donc entre 3 à 5 jours. Et pour le comptage des glucides, ça dépend des patients, mais il y a des patients que 3 jours ça suffit, mais il y a des patients que ça a pris 15 jours pour le comptage et les corrections et l'utilisation d'assistants bolus. Se resucrer correctement et se corriger en cas d'hyperglycémie, oui, aussi entre 3 et 5 jours. L'évolution des 11 patients. Voilà, donc pour les 11 patients, 4 patients, au bout de 3 mois jusqu'à 2 ans, ils ont abouti par l'arrêt de la pompe. Et pour les 7 patients, avec une durée de suivi plus que 6 mois à 4 ans, ils sont toujours maintenant sous pompe. Dans 3 patients sont sous couple pompe et holter glycémique. Au départ, dans les premiers 6 mois, c'était des contacts après la sortie de l'hospitalisation, c'était des contacts téléphoniques très fréquents, alors de 1 à 2 fois par semaine, surtout au premier mois, mais par la suite à la demande. Et une deuxième hospitalisation a été décidée chez 3 patients. Après 6 mois, le contact téléphonique est de plus en plus rare. Et le nombre de consultations est classique comme d'habitude pour la prise en charge du diabète de type 1. La deuxième hospitalisation était décidée pour gérer les problèmes techniques pour une patiente, pour la revue des calculs des ratios, modifier les débits de base, pour gérer les complications par rapport à une patiente qui avait une macrosomie. Il a été mis sous corticothérapie pour déclencher la césarienne, pour la préparation de la césarienne. Voilà l'évolution de l'hémoglobine glyquée. Une évolution favorable. Mais pas tous les patients qu'on a eu une bonne. Voici un patient qui était à 15%, il est resté à 9%. La pompe, il y a une évolution favorable qui se maintient au cours du temps. Mais il y a des fois quelques échappements, mais ça reprend avec l'éducation et le suivi. L'hémoglobine glyquée moyen, après 3 mois, 4 patients sur 11, ils ont eu une hémoglobine glyquée qui dépasse 7,5% et 3 patients sur 11, moins de 7,5%. Après 6 mois, le patient il devient plus rodé par rapport à gérer sa pompe, jongler avec les applications qui existent dans la pompe. On a un meilleur équilibre par la suite.
2 patients sur 7, plus de 7,5% et 5 patients sur 7, ils ont moins de 7,5% d'hémoglobine. Donc l'évolution des besoins en insuline, après la mise sous pompe, donc les besoins de départ, et il n'y a pas de grands changements par rapport à la basale, à la prandiale. Il y a des petits changements qui vont se faire au cours du suivi. Donc le nombre de débits de base était aux alentours de 4 en moyenne, entre 3 à 6 débits de base par jour. Et le pourcentage de la basale, on a eu un petit surplus de basale par rapport au bolus chez nos patients. Pourquoi les patients ils ont arrêté la pompe chez les 4 patients, donc avec une durée qui a duré entre 3 mois et 2 ans. Pour un problème technique, pour des problèmes techniques non résolus chez une patiente, et se retrouver avec des hyperglycémies secondaires au cathéter et des bulles fréquentes. Pour la négligence de surveillance glycémique et de suivi téléphonique dans un cas. Pour une patiente qui faisait, donc voilà cette patiente qui faisait déjà des hypoglycémies sévères, c'est une patiente diabétique multicompliquée ancienne qui faisait des hypoglycémies sévères et qu'on avait exigé chez elle le port de haltère avec la pompe. Mais la patiente, après 3 mois, ça s'est très bien passé, mais après 3 mois, elle n'avait pas les moyens de se procurer le capteur. Donc, le lendemain, elle a présenté une hypoglycémie sévère. Donc, l'équipe médicale, notre équipe médicale, elle a refusé de la suivre. Donc, on a ôté la pompe. Donc, on a exigé qu'elle soit mise sous haltère en association avec la pompe pour qu'on continue avec elle. Et la patiente, elle n'était pas vraiment... elle était... il ne voulait pas arrêter. Bon. Donc, une patiente, elle a présenté un problème d'image de soi, donc elle n'a pas supporté de porter la pompe, l'haltère et le smartphone. Donc pour elle, c'est trop. Donc selon une étude française, donc, le un quart des patients ont stoppé la pompe définitivement au bout de 2 ans. Donc pour les causes d'échec, donc chez les patients c'est des patientes qui habitent loin, et ils ont un problème de niveau socio-économique par rapport aux achats de bandelettes et de consommables. Et pour le niveau intellectuel, il n'y a pas de différence par rapport aux patients qu'on a eu l'échec, mais il faut savoir que la plus ancienne patiente, elle avait un niveau collège, et elle était une très bonne répondeuse à la pompe. Alors, pour les problèmes habituels, c'était surtout le problème de cathéter et de bulles, mais sinon, tout se passait bien. Voilà, c'est un smartphone d'un patient qu'on suivait. Donc, il a l'application de Dexcom 5. Donc, il a sur son smartphone les courbes instantanées des glycémies. Donc, c'est un patient qui avait présenté. Voilà, c'est 20h26. Elle a présenté au cours de... Donc, quand elle a fait le change de la pompe, à midi, ici à midi, donc elle avait présenté une hyperglycémie inexpliquée. Donc, il a corrigé, ça n'a pas donné. Donc, il était obligé de changer le capteur, le cathéter, donc, et tout est rentré dans l'ordre par la suite. Alors, l'hospitalisation, les inconvénients de la pompe, c'est une hospitalisation. Ils ont tous, donc, c'est obligatoire de faire une hospitalisation. L'utilisation elle est plus ou moins complexe par rapport au schéma multi-injection. 5 à 6 contrôles glycémiques par jour sont obligatoires. Le port permanent qui rappelle la maladie et le risque rapide d'acétocétose. Alors, comme vous le savez, je vais passer rapidement parce que je n'ai pas le temps. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont montré l'intérêt irréfutable de la pompe par rapport au schéma multi-injection, avec une amélioration entre 0,5 à 0,7%, et qui se maintient avec le temps, avec une amélioration de qualité de vie et la réduction des hypoglycémies sévères. Donc voilà, c'est donc une analyse de plusieurs études multicentriques qui montrent l'intérêt de la pompe par rapport à multi-injection. Chez nous, on a eu 2 cas de décompensation acédocétosique. Un patient qui a oublié, donc elle a pris la douche, elle a oublié de remettre sa pompe. Donc, elle a fait une DAC. Une autre patiente qui était, donc elle a été mise sous corticothérapie, elle a présenté une décompensation. Un cas, comme je vous l'ai déjà dit, une hypoglycémie sévère. Et pour les hypoglycémies mineures, les patients, ils sentaient qu'ils sont améliorés, mais on n'a pas de... Donc, c'est pas pour
sur plan subjectif pour noter l'hypoglycémie. Donc c'était un peu difficile pour notre série, mais par rapport aux études internationales, il y a une réduction des hypoglycémies de 25% sous pompe, mais ça sous-entend qu'il y a une bonne autosurveillance glycémique. Donc, il y a aussi une amélioration de la variabilité glycémique journalière et interjournalière. Le débit de base permet de potentialiser temporaire. Il permet de potentialiser la technique et de moduler le débit de base d'une heure à l'autre. C'est un avantage par rapport au schéma multi-injection. C'est une des explications de l'amélioration constatée en termes d'hémoglobine glyquée. Voilà ce qu'on donne aux patients de remplir, les différents paramètres qu'il doit remplir, les glycémies de la journée, le ratio, on lui donne un ratio donc, selon chaque repas, la dose de rapide qui doit être notée normalement. Donc le carbo, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a mangé donc, durant son repas, et la dose totale d'insuline. Donc c'est une patiente, je vais vous montrer, c'est une patiente qui m'a envoyé par WhatsApp son cycle. Elle avait été mise sous corticothérapie, elle avait présenté une hyperglycémie. Elle est passée la veille à débit de base 120%, avec des corrections ça n'a pas marché. Elle est même passée à 200%. Et après, avec des corrections, le lendemain, elle était contente, elle a eu elle a réussi. Donc pour elle, c'était très bien autogéré. Donc l'impact sur le bien-être du patient. Donc tout le monde est unanime sur l'impact que la pompe donne. On a une meilleure qualité de vie par rapport au schéma multi-injection. C'est le problème par rapport à l'activité physique et le problème de cathéter et des bulles qui posent problème, surtout au début. Donc je passe qualité de vie, amélioration de l'hémoglobine glyquée, je passe. Alors je vais vous montrer des cas particulier. Donc, pompe et grossesse, c'est une patiente de 27 ans. Elle avait un phénomène de lobe avec hémoglobine glyquée jamais équilibrée. Il dépasse 8%. Une stérilité primaire sans gynéco. Donc, pour elle, elle a eu 3 grossesses arrêtées pour elle et n'avait pas. Donc, c'est imputable au diabète par rapport à son gynéco. Il nous a adressé pour équilibre glycémique. Alors, il a eu, pour la première fois, après 8 ans de mariage, à son premier enfant. Donc, il me l'a envoyé sa photo, avec une bonne hémoglobine glyquée et avec un recul de plus de 4 ans. Avec un enfant eutrophique sans souffrance néonatale. Voilà, c'est une patiente qui était bien, il remplissait bien ses paramètres, voilà, les différents paramètres, combien il s'est corrigé, combien les doses de rapide. Donc, alors, une autre patiente, c'est une ancienne patiente de professeur Balafrej, donc diabétique depuis l'âge de 6 ans. Donc, elle est actuellement âgée de 28 ans avec maladie cœliaque. Et la pompe elle a été démarrée chez elle à 16 semaines d'aménorrhée pour des hypoglycémies sévères et une instabilité glycémique. Sous pompe, elle a eu une bonne évolution. Donc, mais quand même, elle a eu une discrète macrosomie. Mais tout est très bien passé. Actuellement, il a gardé la pompe avec un recul de 2 ans. Voilà son alter glycémique. Donc ça, c'est sous multi-injection. Et ça, c'est 3 mois après sous pompe. C'est très bien passé. Donc une troisième patiente qui a été mise sous pompe. Elle a passé de 8,4. Elle a gagné 1% d'hémoglobine glyquée, un recul de 3 ans. C'est une patiente qui faisait beaucoup de sport et malgré la pompe et les autosurveillances glycémiques multiquotidiennes, et il présentait toujours des hypoglycémies la nuit. Donc, elle a posé le capteur L-Light et avec la boucle semi-fermée. Et il va mieux maintenant. Et s'est amélioré par rapport à avant, donc meilleure qualité de vie. Donc, il faut savoir que l'hémoglobine glyquée par rapport au schéma multi-injection, autant on surveille la glycémie, autant on a un meilleur équilibre, glycémique avec une stabilisation vers 9 à 10 fois par jour d'autosurveillance glycémique. L'alter glycémique donne une amélioration supplémentaire
à lui seul de l'hémoglobine glyquée. Ça a été démontré par plusieurs études, donc sans augmentation de risque d'hypoglycémie. Donc, il est intéressant l'holtère glycémique chez les patients diabétiques, surtout sous pompe. Alors, donc l'intérêt de l'holtère glycémique et la pompe, dans notre étude, on a eu 3 bons répondeurs, sous association pompe et holtère. Par rapport au schéma multi-injection, selon les dernières recommandations, il donne une petite amélioration supplémentaire de l'hémoglobine glyquée de 0,5%, une amélioration de la qualité de vie et une réduction d'hypoglycémie sévère. Est-ce que vous pouvez Alors, conclure, pourquoi docteur Moussaoui, vous pouvez conclure rapidement. Je vais conclure. D'accord. Alors, l'intérêt de la pompe à insuline en cas de déséquilibre glycémique, elle est indiscutable. Elle améliore l'autogestion, le bon contrôle glycémique, le faible taux de complications. Elle est facile à utiliser. Il y a un problème de bulle et de cathéter, surtout au début, mais il doit être surmonté par donc, la persévérance. Les clés de succès, c'est la sélection appropriée des patients, un suivi sérieux fréquent avec l'équipe médicale, l'installation d'un holtère glycémique ou bien une autosurveillance glycémique plus que 6 fois par jour. Le remboursement au Maroc reste toujours un problème de science-fiction, donc quand ça va venir. La nécessité, une amélioration de programmes d'éducation et de suivi. Et en conclusion, la pompe à insuline est pilotée par le malade en fonction de ses repas et ses efforts et munie d'un capteur glycémique en continu et le traitement de référence. Merci beaucoup.